Merci à vous d'être si nombreux pour cette seconde session du Midi de Feminist School, accompagnée par Pauline Legros du réseau APAP. Le réseau APAP, c'est le réseau qui rassemble les féministes futurs festivals des 11 structures culturelles européennes qui les portent. Donc vous avez les affiches à côté jardin d'ailleurs. Et la Feminist School, c'est justement un des axes de ces festivals qui ne sont pas identiques d'un pays à l'autre, mais qui ont en tout cas des artistes en commun de différents pays soutenus par le réseau APAP et qui ont tous et chacun une Feminist School, c'est-à-dire des temps de rencontres, de débats, de conférences, comme celle de ce midi. Aujourd'hui, nous allons accueillir deux artistes très différentes. Donc Jule Flierl, qui vient d'Allemagne, soutenue aussi dans le cadre du réseau APAP, qui présente Time Out of Joint, une performance sur la posture, la place aussi des femmes en politique. C'est un raccourci très très raccourci, mais qui sera vraiment plus développé, qui va être présenté demain à 21h. Ici même, à la Maison de la Culture. Et Anne-Laure Tumrel, qui est une artiste programmée par la MTA et dans le cadre du Festival Féministe Futur aussi, qui a joué hier à la Maison de l'Architecture et joue ce soir à 20h30 au Chaudron. Son œuvre processuelle, enfin un des moments de son œuvre processuelle qui s'appelle Next et qui est une des étapes de travail performative dont elle nous parlera aussi, pour le coup, sur l'histoire plus intime de ce que fait le corps en rupture amoureuse. Voilà. Et après une rupture amoureuse. Oui, il reste des places par-ci, par-là, ici aussi au premier rang. Nous allons être accompagnés par Louise Smart qui va peut-être aider Jule à traduire son propos et à lui traduire les vôtres, puisqu'évidemment c'est un temps d'échange, n'hésitez pas à poser des questions. Vous rappelez simplement, avant de vous laisser, que, alors, un peu à l'exception du spectacle d'Anne-Laure, puisque c'est une billetterie de la Maison du Théâtre, mais en tout cas pour le spectacle de Jule, les participants au Feminist School qui n'ont pas déjà la chance de bénéficier du PV peuvent venir voir le spectacle pour 8 € seulement. Vous pouvez aller prendre vos places directement à la billetterie en redescendant. Vous dire également que le programme du festival ne s'arrête pas là, il reste encore 2 jours et demi et que nous avons donc ce soir à 18h30 le vernissage du workshop Her Hair auquel certains d'entre vous participent, qui va se tenir à Côté Jardin avec, je crois même, un défilé de ces perruques inspirées des femmes puissantes extraites, enfin inspirées elles aussi des culottées de Pénélope Bagieux, que nous aurons également vendredi et samedi 2 autres Feminist School un peu particulières puisqu'il s'agit de ciné-dwitch, pour le coup sur le temps du midi. Donc voilà, vous venez prendre un sandwich. Lucas Simoni, le coordinateur cinéma de la MCA, vous parle des films et on enchaîne sur Smoke Sauna Sisterhood, le grand succès du dernier FIFAM jeudi, et sur Vers un avenir radieux de Nanni Moretti vendredi, puisque pour finir, le festival se clôturera avec Nanni Moretti et son spectacle Diary d'Amore jeudi et vendredi. Entre-temps, il y a bien d'autres choses encore. Donc Anne-Laure, Jule, Igor Koruga, que certains d'entre vous ont peut-être rencontré hier, et sa performance Closeness of Touch. Bref, plein de choses encore sur les 2 derniers jours et demi du festival. Bonne rencontre à toutes et tous. Je vous en prie, mesdames, prenez place. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette seconde Feminist School et d'avoir à mes côtés Anne-Laure Tumrel et Jule Flierl et Louise. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions qui peuvent rebondir sur les discussions que l'on a, à lever la main et à le signaler. Et on essaiera de vous faire passer un micro ou de répéter vos questions pour qu'elles puissent être entendues de tout le monde. Alors, Jule Flierl, je vais faire une petite présentation pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Donc, tu es danseuse et chorégraphe. Je
Je me permets de tutoyer Yule parce qu'on se connaît depuis quelques années. Tu vis à Berlin. Tu as étudié à Salzbourg, à la CID et à Montpellier. Tu t'intéresses particulièrement aux danses sonores et à l'héritage d'une figure de la danse d'avant-garde des années 20, qui est Valeska Gert. Et d'ailleurs, le spectacle que tu as présenté l'an dernier dans le cadre de la Feminist School traitait beaucoup de cet héritage-là, qui s'appelait Storlaut. Et là, tu présentes demain donc Time Out of Joint, qui est avec 4 interprètes, Sonia Levin, Parvati R, Maria Valser et Maria Giulia Serantoni. Et tu fais partie des artistes soutenus par le réseau APAP. Je reviendrai tout à l'heure avec quelques questions, mais peut-être présenter Anne-Laure Tumrel. Donc Anne-Laure, vous avez, ou dans ce cas peut-être je te tutoie pour qu'on soit tous au même niveau. Tu as un parcours en lettres modernes et en théâtre, en classe préparatoire, à la Sorbonne Nouvelle, à l'École normale supérieure. Et tu as travaillé particulièrement sur la question de la démystification des classiques. Tu as ensuite suivi des cours, ou en parallèle d'ailleurs peut-être, au cours Florent. C'est là où tu as démarré avec les premières mises en scène et fondé l'Ensemble 21. Tu as ensuite fait le parcours inverse de Yule, tu es parti en Allemagne pour étudier la dramaturgie à l'université Goethe de Francfort. Et c'est là que tu as commencé à t'intéresser à la dimension performative du corps et de la parole. La thématique d'aujourd'hui est celle des corps, ou du corps et des postures. Celle d'hier était dédiée aux métamorphoses. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que ça veut dire que la posture du corps dans l'espace, dans le temps, dans la société. Tu es artiste associé donc à la Maison du Théâtre d'Amiens et tu présentes une œuvre que tu appelles processuelle, qui retrace un peu les déboires amoureux depuis la séparation jusqu'au deuil d'une relation. Peut-être que tu peux commencer par nous dire un petit peu ce qui t'a conduit à explorer ce sujet et pourquoi avoir fait le choix d'une œuvre comme ça en plusieurs volets. Oui, alors tout simplement et bêtement, en fait, le point de départ de Next, Autopsie d'un massacre amoureux, c'est vraiment une rupture douloureuse, mais qui est un peu la rupture de trop, disons. C'est-à-dire c'est une rupture qui vient un peu rassembler tout un tas justement d'injonctions et de situations de corps, et notamment sexuelles, qui se recoupent. Et que je me dis, évidemment, chaque relation est unique, etc. Mais il y a quand même des signes, des indicateurs d'un système ou qui refont surface à chaque nouvel amour, et qui sont tous dominés par la question de la fin, c'est-à-dire la déliaison, ou en tout cas le fait qu'il y a un système récurrent de nextage, c'est-à-dire de passer à autre chose, et aussi qui s'inspire d'énormément de structures liées aux technologies, à l'économie actuelle, à la télé-réalité, voilà. Et donc l'œuvre processuelle, c'est vraiment l'idée d'appliquer un processus à ma personne par le théâtre, et d'essayer de vivre toutes les injonctions liées à la rupture et au corps sexuel, et voilà, de le vivre pendant 1 an et de les retransmettre théâtralement. Et donc pour ça, j'ai essayé de diviser le processus en 3 parties, que j'ai un peu ironiquement appelé pourquoi, parce que voilà, c'est souvent ce qu'on se dit quand on se fait larguer. Et donc le premier pourquoi interrogeait le souci d'accélérer, de se remettre en selle sexuellement, et de revenir sur le marché de la drague avec tout le système du glow-up, donc à la fois une façon de mettre en perspective son moi d'avant avec son nouveau moi, donc une posture
représentant la réussite, la beauté, l'autonomie, la déconnexion sentimentale et donc une forme de pouvoir. Donc le glow up étant une posture qu'a inventée Kylie Jenner, la sœur de Kim Kardashian, et qui est aussi maintenant tout un marché cosmétique, coaching, etc. Le deuxième pourquoi, et donc celui que vous avez peut-être pu voir hier, était celui d'appliquer à son corps l'exigence de trouver des réponses ou des explications, qui est toujours cette scène des explications, il faut qu'on parle, qui est quand même une question de faire tenir le corps à des questions et des réponses toujours douloureuses, parce que injustes, parce que où est-ce qu'on s'arrête quand on se dit les choses. Donc c'est un exercice et de vérité et de langage et de corps. Des souvenirs effectivement de soirées ou de tentatives d'explication qui sont véritablement de l'ordre de la fatigue, de l'implosion du corps. Et le troisième est donc la manière dont, qui s'appelle « Pourquoi sortir des vieux schémas », qui aura lieu en mai et qui va explorer la manière dont on s'ouvre, on fantasme et on essaye d'aimer à nouveau. Et donc comment habituer ou comment réfléchir son corps dans la question du fantasme. C'est pour ça que j'ai appelé processuel. Merci beaucoup. Peut-être une question en particulier sur donc, ce spectacle qui est présenté hier et aujourd'hui. Donc, il faut qu'on parle, donc ce moment-là où, face au silence de l'autre, on essaie de trouver des explications, et donc ce phénomène de ghosting, où on quitte la vie de quelqu'un sans explication et sans donner de nouvelles. Et du coup, ça interroge sur la posture de l'absent, qui est très forte, surtout au sein de la relation amoureuse. C'est particulièrement violent. Et comment le corps vit cette absence. Comment tu as traité ce sujet, ou comment tu abordes ce sujet de l'absence de l'autre et de la posture de celui qui reste, quoi. C'est-à-dire que c'est une performance pendant 1h15 où je ne cesse pas de parler. C'est-à-dire que c'est combler un vertigineux vide par une vertigineuse tentative de réponse. Et donc, c'est effectivement une espèce de vide qui laisse tellement le corps dans une tentative de comprendre. En fait, il est saturé de langage, il est saturé de communication, il est saturé de questions, il est saturé de tentatives de raccrocher à une rationalité, à quelque chose qui est pas rationnel, c'est-à-dire que en fait, on existe dans la vie de quelqu'un et tout d'un coup, on n'existe plus et cette personne n'est pas morte, donc ce n'est pas rationnel. Voilà. Et donc, j'ai essayé de comprendre comment le corps pouvait venir à bout d'une saturation de langage. Et donc, c'est une tentative véritable de comprendre, parce qu'il s'agit bien de trouver la vérité pour que son corps passe enfin à quelque chose d'autre. Mais cette tentative de langage, elle est épuisante, elle est fatigante, elle n'est pas agréable, elle ne se livre pas, elle nous engloutit. Enfin, c'est une parole qui m'engloutit, qui me fait mal. Voilà. Mais quelque part, donc, le langage vient apaiser le corps aussi, en allant au bout de ce processus. C'est l'idée bête de tourner la page. Donc, pour ceux qui ont vu, je tourne des pages. Voilà. Du coup, ça fait un lien peut-être avec ton travail, Yule, où le corps et la voix sont parfois liés, mais d'autres fois peuvent être dissociés. C'est cette dissociation-là qui t'intéresse dans ton travail chorégraphique et dans ta recherche chorégraphique. Et
Et dans ce spectacle donc, qui reprend et détourne les codes du débat politique et la figure de plusieurs femmes politiques qui ont marqué l'histoire occidentale. Donc, il y a les voix d'Angela Davis, de Simone Veil, de Margaret Thatcher, de Greta Thunberg et plein d'autres qui sont convoquées. Et tu dis que tu veux exorciser les gestes et les paroles des femmes politiques qui font partie de notre héritage. D'où est venue cette idée Avant de parler sur l'exorcisme, peut-être je dis que cet intérêt dans la dissociation, c'est vraiment comment est-ce que je peux chorégraphier une différence entre ce que je vois. Je vois encore, je vois une identité visible, mais il y a aussi une réalité qui n'est pas visible. Pour beaucoup de gens, il y a un grand décalage aussi, et il y a beaucoup de joie et beaucoup de rencontres honnêtes avec soi-même en mettant en scène cette différence entre ce que tu vois de mon corps, les signaux, les postures et tout ça, mais il y a une autre réalité. Et avec les politiciennes, il y a un truc sur... ils doivent représenter une masse des gens. On fait des élections pour que quelqu'un nous représente. Mais comment est-ce qu'une figure, une personne peut représenter une grande masse des gens? Et c'est pourquoi on célèbre des fois s'il y a une femme qui est une ministre, mais une des performeurs, son ministre, c'est Giorgia Meloni, et elle refuse ça, juste parce que c'est une femme, ça ne me représente pas. C'est pas suffisant si on parle sur le féminisme de juste être satisfait. S'il y a une femme dans un poste, c'est un peu notre blessure personnelle aussi, parce qu'on veut célébrer, parce qu'on a étudié beaucoup que la présence publique, il y a une différence entre hommes politiciens ou femmes politiciennes. Il y a beaucoup des menaces de viol, de violence. Il y a beaucoup des insultes qui ont utilisé contre les présences publiques des politiciennes, qui n'est pas le même pour les hommes. Il y a une autre précarité d'apparaître dans le public, et c'est pourquoi on voulait faire ça comme sujet. Et l'exorcisme, ça concerne cette blessure que beaucoup des femmes dans les autres étages de pouvoir politique sont très très conservateurs. Il y a beaucoup de femmes, on ne s'identifie pas. Il y a beaucoup de menaces de l'extrême droite aussi. Et nous avons en Allemagne Alice Weidel. On ne va pas la applaudir. Et oui, et c'est un peu le dead end. Comment dire dead end? Coup de sac de représentation dans le politique. Il y a un truc où c'est pas juste ça. C'est pas... et ça nous blesse personnellement en tant qu'équipe. On vient des pays où on a ces tendances-là, en Inde aussi, mais aussi en Pologne, en Allemagne, bien sûr, et en Russie. Et il y a une précarité des corps féminins là dans le politique qui était vraiment intéressant pour nous. Et qu'est-ce que c'est le contenu vocal? Qu'est-ce que c'est le contenu des paroles? Et justement, effectivement, les collaboratrices de ce travail, de cette pièce, viennent de parcours, d'expériences, de nationalités différentes. Et j'imagine que chacune a apporté
les spécificités de son contexte aussi, parce que effectivement la posture de la femme politique, elle est peut-être intemporelle, mais en fonction des endroits, des contextes et des histoires de chaque pays, elle revêt une signification différente. Donc comment dans le travail de recherche que vous avez effectué, les points de vue de chacune des personnes qui composaient l'équipe a pu enrichir votre compréhension de ça? Dans l'équipe, on a des différentes langues de danse. Si on dit que les techniques de danse sont aussi des langages, il y a un truc qui devient une autre approche sur qu'est-ce que c'est la danse. Il y a beaucoup des danses qui ont des gestes, qui ont des systèmes linguistiques. En fait, il y a Commedia dell'arte d'Italie qui est vraiment très gestuelle comme technique de danse, mais aussi Odyssée de Inde où tu racontes des récits mythologiques avec la danse. Et même le ballet romantique, en fait, c'est un langage qui parle sur les choses. Et juste dans le moment où le ballet a devenu un langage, un système linguistique, c'était le moment, OK, vous pouvez avoir toute la soirée juste en dansant. Avant, c'était juste divertissement dans les opéras et tout ça. Et comme ça m'a intéressée parce qu'on traite beaucoup des systèmes de traduction. On traduit des citations dans des langages de danse et on traduit aussi maintenant avec les sous-titres. on a beaucoup des systèmes de traduction. Et toutes ces performeuses ont des relations très spécifiques avec le langage. Maria Valza, qui ne peut pas être ici parce qu'elle a juste né en petit enfant, et je vais la remplacer. Elle, par exemple, elle vient d'une famille des acteurs et auteurs, et elle a dit: moi, j'ai choisi la danse pour m'enfuir de la langage et c'est pourquoi j'ai fait la danse. Et maintenant, je suis dans une pièce où il y a beaucoup de langage et cette relation très spécifique pour le langage. Chaque performeuse a ça. Et y a le champ de la danse est hyper international. On a c'est un grand luxe qu'il ne faut pas voyager pour rencontrer les autres gens. Tout le monde juste via Berlin, c'est un grand luxe. Yeah. Et dans la plupart des discours politiques, puisqu'ils sont très construits et encore plus maintenant très travaillés dans la gestuelle, les gestes viennent appuyer les paroles. Mais parfois, il y a des gestes qui viennent trahir certaines paroles ou en tout cas s'en éloigner, s'en dissocier. Comment vous avez travaillé du coup cette question sur ce spectacle-là du décalage parfois qui se fait entre la parole et le geste? On travaille beaucoup avec la fragmentation, que je fais ça, et je fais juste ça, et je fais juste ça, et alors je fais ça, et les petits trucs sont très, très... font des grandes différences. C'est juste des très, très petits mouvements, mais ils disent un truc. Et ouais, c'est ça. Et on a des différents chapitres avec des différentes méthodes, en fait. Ouais, et en fait, on a tout en archive. On a rassemblé tout en archive des gestuels de pouvoir masculin et féminin et on a mélangé tout ça. Et les différences sont très, très petits, mais ils font une signification. Ça sont des signaux
on donne des signaux. Ils sont très petits, mais avec notre sous-conscience, je crois, on peut les lire tout le temps et on joue. En fait, on joue avec les petits changements et comprenons tout ça en tant que langage des signaux. Peut-être qu'on peut, Anne-Laure, essayer de faire un lien ou pas, parce que les propos sont vraiment très différents, sur cette injonction dont vous parliez tout à l'heure à passer autre chose, et que le temps... oui, d'ailleurs, ça n'a pas forcément grand-chose à voir, mais le temps du chagrin, le temps du deuil, de la digestion des événements, de l'intégration des événements n'est pas forcément pris en compte par la société, puisque ce n'est pas un temps d'action, de production, où le corps fait. Le corps doit absorber, digérer, pour retrouver un nouveau souffle. Et cette posture-là, finalement, elle n'est pas forcément pensée, enfin, elle n'a pas une place dans la société. Je ne sais pas si vous avez des choses, du coup, si tu as des choses à nous dire là-dessus, sur ce temps-là et du corps au repos, enfin, ou en repli. Le corps vulnérable, en fait, je pense. Alors, en appliquant vraiment le processus de toutes les injonctions liées à la rupture, liées à la sexualité, liées au fait d'être actif sexuellement, d'activer sa liberté, son autonomie, son indépendance, toutes ces quêtes intimes valorisées en tout cas en société libérale. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que en fait le système d'injonction poussait à vraiment véritablement se délier, ou en tout cas de valoriser son individualisme, sa personne, et d'aimer cette personne, d'aimer très fort cette personne, que pas seulement la personne qu'on est là, mais la future, celle qui doit s'accomplir par les moyens d'une consommation, d'une projection, voilà. Et donc, il y a comme tu dis, Yule, il y a une espèce de dissociation entre ce que je suis là maintenant, mon corps, qui est chagrin, qui est vulnérable, qui est dans la déliaison, qui n'a pas encore atteint tous les objectifs et de réussite et d'indépendance et d'autonomie et de beauté et de réussite émotionnelle, voilà. Et du coup, il y a une espèce de un petit flou entre, et du coup qui engendre pas mal de culpabilisation, de haine aussi de soi, voilà, qui met en perspective, en concurrence, en fait, un moi futur pleinement et authentiquement réalisé et le moi actuel qui est en défaut, en fait, qui aurait... parce qu'il n'est pas pleinement et authentiquement réalisé dans l'instant, est vécu comme justement un peu pathologique, parce qu'il est, et c'est de cette moi pathologie du naturel, enfin pas du naturel parce qu'il n'y a rien de naturel, mais pathologie du moment, la pathologisation du chagrin, la pathologisation de la vulnérabilité ou la pathologisation du temps long, du retrait, etc. Moi, c'est ça que je questionne, parce que évidemment, cette pathologisation fait que ça va être une manne financière pour beaucoup de types de produits ou de services, d'aller justement faire tendre le moi, sortir le moi de cette pathologisation. Et
Et quand Yule parlait justement de toute cette archive de gestes et de postures qu'elle voit dans les femmes politiciennes et dans les hommes politiciens, moi j'ai vraiment essayé de trouver dans les corps, par exemple sur Insta ou sur Tinder ou sur tout type de surface où justement la question de l'amour, de l'économie et de la posture du corps sont joints, toutes les formes de corps qui sont mises en place, c'est pas du tout, par exemple, la même chose entre les hommes et les femmes. Je suis même tombée sur une étude pour vous faire rire, parce que c'est un peu drôle et dramatique. C'est que, par exemple, pour une femme, pour mieux matcher sur tout type de plateforme et pour montrer un moi valorisant sur une appli qui permettrait de montrer qu'il y a une forme de force, d'indépendance. Il y a le souci de se photographier en contre-plongée, donc par le haut, avec évidemment des attributs de poitrine ou des attributs d'yeux qui permettraient de rehausser en fait l'axe, enfin, je veux dire, qui regarde l'axe vers le haut. Et donc ça, c'est un trait récurrent. Il y a aussi la courbure du corps, du dos, qui viendrait cambrer évidemment la fesse et soulever un peu le bout du pied pour que la fesse puisse se soulever. Donc ça, c'est aussi un des traits dans l'algorithme qui sont très récurrents. Et pour les hommes, ces axes de posture sont beaucoup plus par le bas, justement, donc à l'inverse. Ça laisse à penser, je pense, par le bas, qui montre principalement des corps en risque. Donc, par exemple, escalader, sauter. Escalader, sauter ou en tout cas faire un mouvement à risque et qui laisse du coup mettre le corps dans une posture à risque et qui montre, alors il y a deux choses, soit un animal, une tendresse pour un animal, ou des doigts qui permettent de montrer que c'est top ou victoire. Voilà. Et ça, c'est ce qui est le plus engrangé dans l'algorithme. Donc, voilà, en termes d'archives, en termes de pensée, moi, j'ai essayé de voir à travers ces trois processus comment, justement, il y avait une espèce de petit jeu à faire entre ces types de corps qui expriment du coup des idéologies en fait et franchement bêtes et méchantes derrière mais très profondément ancrées. Voilà, si je devais faire un lien entre les fragmentations, voilà. Et pour revenir à ce rapport au temps, donc ce décalage qu'il peut y avoir avec le futur moi, ou un moi réalisé en tout cas qui correspond aux attentes de la société. Mais d'ailleurs, la réflexion peut s'étendre aussi au moment de convalescence, lorsqu'on a une maladie ou de deuil après la mort de quelqu'un qui est proche. C'est des moments qui ne sont pas forcément pensés, prévus dans l'organisation de la société, enfin qui ne le sont plus en tout cas, dans la société occidentale. En tout cas. Mais ce rapport au temps, c'est aussi quelque chose que tu explores, Yule, en prenant des discours de femmes politiques qui ont eu lieu dans le passé. Et c'est le propos, je crois, de ta pièce que je n'ai pas encore vue, de voir comment, avec le temps, quand on prend des fragments de discours, quand on les sort de son contexte, ils sont déformés et deviennent caricaturaux, en fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? On s'intéresse aussi particulièrement dans comment qu'est-ce qu'on parle, comment est-ce que quelqu'un parle. Il y a un texte où il y a le récit sur Margaret Thatcher qui a
il y a un super bon film avec Meryl Streep, je ne sais pas si vous avez vu, The Iron Lady. Et il y avait beaucoup de gens qui ont fait les blagues sur sa voix. Parce qu'elle a parlé un peu en haute, like high pitch, yeah? Et elle s'est entraînée de baisser le son pour gagner de l'autorité. Parce que si on gagne l'autorité aussi pour les femmes dans le business, on gagne l'autorité si on parle hyper bas. Et là c'est un peu ridicule, mais c'est vrai. Il y a le sexisme dans les oreilles. On peut dire que c'est un peu dur. Et il y a ces problèmes-là, juste de l'auteur de la voix déjà, pour les gens dans les positions d'autorité. Aussi pour les hommes, si on ont de hauteur de la voix, il y a un problème avec le sexisme dans les oreilles. C'est pas neutre d'écouter. Et comme ça, on a toute une collection des citations aussi dans beaucoup des langues. C'est en pièces très, très multilangage. On travaille en anglais parce que c'est plus facile. Mais on adore juste aussi le son des paroles. Il y a une femme de Inde qui était ambassadrice dans les États-Unis dans les années 40. Et elle a un langage complètement vieux aussi. Elle dit « It may surprise you that a country has chosen a woman ». Et elle vraiment, elle parle différent. Tu peux écouter comment aussi les règles, les maniérismes de rhétorique, ils ont vraiment changé. Ça, Et on a tout un truc avec Margaret Thatcher, avec une situation centrale. Margaret Thatcher était dans les années 80 une politicienne qui est un peu le début du néolibéralisme. Elle est vraiment le début de beaucoup des développements qu'on sent beaucoup maintenant dans les économies, dans les politiques. Elle est vraiment le début de beaucoup des choses qu'on appelle le néolibéralisme. Ouais, et comme ça, on prend beaucoup de temps de mettre cette situation dans nos bouches et le sentir dans nos bouches. Qu'est-ce que ça fait? C'est intime de répéter les mots de quelqu'un. C'est mon bouche quand même. C'est un organe sexuel aussi. C'est un organe de dégustation. Et on fait dégustation un peu de Thatcher et d'autres gens. C'est la bouche. C'est pas juste la parole. Il y a beaucoup de sensualité là. Et c'est une relation qui est pas résolue. Pour nous, c'est une relation problématique, mais on se met dedans et ça j'appelle le exorcisme parce qu'on veut le digérer, on a l'impression qu'il faut faire quelque chose avec, on peut pas ignorer, mais dans le fond on veut aussi le sortir. Yeah. Du coup, la notion aussi de ces phrases ou ces discours un peu qui sont devenus mythiques, qui ont vraiment construit l'histoire de la pensée politique ou de certains combats ou de certaines idéologies. Parfois, certains propos ont été tellement entendus qu'ils perdent un petit peu de leur sens ou de leur force qu'ils pouvaient avoir à la base, ou parfois, ils sont même tournés en dérision parce qu'ils sont sortis de leur contexte et poussés à l'extrême. Et la posture de la femme politique aussi dérange. Et parfois, il est plus simple d'en rire que de prendre la force de ces propos. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé aussi dans la création de ce spectacle, la manière dont les propos tenus par les femmes ou des propos féministes sont tellement entendus qu'ils perdent de leur sens et qu'ils... Yeah.
peut-être on fait partie de ce problème-là, parce qu'on vraiment, on juste fait des petites citations. Il y a toujours ça, parce que on les met ensemble dans un collage qui devient un nouveau sens, Sinnzusammenhang, comment dire ça, la connexion entre les éléments qui font du sens. C'est un mot allemand. Mais où tout se rencontre, c'est dans nos propres discours. On a écrit chacune des discours, aussi Edgar, la personne du son, on a tous fait, mais qu'est-ce que nous on demande, qu'est-ce que nous on veut, et on a des différents discours qui sont aussi personnels. Ça, je crois que tous ces voix historiques, ils sont le point de départ pour nos propres pensées et pour nos propres appropriations de ce genre de la parole politique qui est effrayant aussi, qui est un peu... je demande que tout le monde fait ça pour que c'est la vérité. C'est dur de même articuler ou écrire toutes les choses ça, mais aussi c'est un empowerment, empouvrement. J'ai appris ce mot, prise de pouvoir. Oui, mais quelqu'un m'a dit que... Empouvoirment. Empouvoirment, que c'est un nouveau mot français. Ok. Et oui, le bout de tout ça, c'était aussi de nous empouvoirer. Empouvoiriser. Empoivrer. Ok. Yeah. Nos propres paroles. Pour moi, le langage, c'est pas. Je viens pas du théâtre. J'ai une relation un peu problématique avec le langage. C'est un outil qui peut vraiment être très oppressif aussi. Et c'est pourquoi on a vraiment essayé de trouver beaucoup de perspectives différentes sur. We don't take it for granted. D'acquis. Yeah. Ce n'est pas naturel. C'est une technologie. Et comment est-ce que moi, je peux habiter dans cette technologie, dans la manière très, très personnelle? Comment est-ce que je peux approprier le langage pour la danse aussi? Pour cet état de avoir des questions. Tous les réponses ne sont pas dans le contenu, juste. Et si vous entendez les citations, par exemple aussi Angela Davis, la voix de juste dire des choses, c'est pas juste les mots. Il y a beaucoup de choses pour chaque personne qui se joue dans une manière très très complexe. Et on a envie de faire tout le monde entendre ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors j'en ai peut-être une pour toi, Anne-Laure. Ce qui frappe quand on pense à ces périodes donc, de chagrin amoureux, c'est le contraste entre ces moments de vide par l'absence de l'autre et d'arrêt d'une espèce de relation amoureuse et puis d'action et le grand plein d'émotions. C'est des moments d'une très grande intensité, alors que c'est des moments qui, en tout cas d'un point de vue de lecture extérieure, sont des moments de creux, assez calmes. Et alors que intérieurement, c'est un bouillonnement aussi fort que les premiers instants amoureux, voire plus. Oui, exactement. Il y a moi, ce qui m'a intéressée, en tout cas dans ce deuxième épisode, dans cette deuxième œuvre processuelle, donc Il faut qu'on parle, c'est effectivement la figure très intense et aussi qui
drague tout un héritage culturel, littéraire, cinématographique énorme, qui est celle de l'amoureuse abandonnée. Donc on peut penser à la première des amoureuses abandonnées, il y a Médée, quoi. Et ensuite, il y a voilà, les Nora, les Marriage Story, enfin en tout cas de l'intensité de ces scènes. Depuis la Grèce antique jusqu'à nos jours, qui sont celles de l'amoureuse abandonnée qui revient et qui, du coup, atteint des seuils, effectivement, parfois d'hubris, donc voilà, ou même même dans le cinéma aujourd'hui, quand on pense à Marriage Story, vous savez, cet énorme plan séquence qui dure 1 heure, où ils hurlent, ils pleurent, ils parlent, etc. Et donc c'était d'explorer cette intensité-là qui m'a intéressée, en tout cas dans ce 2e épisode, et effectivement une intensité qui est liée à la perte, mais qui est tendue. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. C'est que si on se met dans ces états, c'est qu'il y a quelque chose émotionnellement qui tient. Évidemment, il y a une perte, mais il y a une vérité qui est liée à l'autre, qui est incompréhensible, qui est que même un deuil d'une personne physique, je veux dire un deuil... on ne peut pas être tendu vers cette absence, parce que cette vérité liée à un autre, elle puise des espèces de discours en fait, sur la loi du monde. En fait, tous ces grands personnages, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils reviennent et ils ne disent pas seulement... Ils parlent pas forcément seulement d'amour sur leur propre cas, en fait. Ce n'est plus une question interpersonnelle, ça devient une question sociale, systémique. Médée vient parler de sa situation de barbare dans la cité et de l'endroit de cruauté que Jason, en cessant d'aimer, vient appuyer. Nora parle de sa condition féminine d'épouse, et donc d'être fondue dans une espèce de petit oiseau insignifiant. Elle vire dans Don Juan revient, elle pardonne dans une forme de sainteté, mais elle maudit à l'endroit de la religion, à l'endroit de l'honneur, elle repart au couvent. Enfin, c'est que des femmes qui reviennent et qui reviennent dans leur chagrin, mais dans cette intensité, ce n'est pas qu'un chagrin personnel, c'est une espèce de chagrin social associé à la condition féminine qui, du coup, je veux dire, je crois que cette intensité-là, il y a tout d'un coup une espèce de fusion avec toutes les problématiques sociales liées à la condition féminine qui remontent, ou à la condition amoureuse, en fait. Mais j'ai l'impression que cette figure de l'amoureuse abandonnée, elle vient comme une espèce de calotte glaciaire, quoi. Elle vient tout d'un coup perforer des strates de sens et d'état associés à l'amour et associés au féminin. Et en tout cas, dans cet épisode 2, c'est vraiment cette espèce de discours sur l'amour perdu, qui est en fait un discours politique brûlant et complexe, et complexe parce que fondamentalement douloureux, et qu'il faut, s'il s'agit de comprendre pourquoi l'amour termine, il s'agit d'aller le comprendre au moins jusque-là. Voilà. Pour que ça ait un sens, de demander des explications, il faut aller au moins jusqu'à cette intensité de vérité. Et je pense que c'est ça, moi, l'endroit où ça vient perforer vraiment, je pense, le corps et la posture amoureuse qui prend des dimensions qu'on n'avait pas vues au début de la relation, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi, j'ai une question. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, alors, tu as dit, je l'ai noté,
Une déconnexion sentimentale qui est donc une forme de pouvoir. Oui, je l'ai dit. Et qu'est-ce que ça veut dire le pari dangereux qui est en société libérale, moderne, avancée, de se lier à un autre, donc d'associer une forme d'intimité, de mutualité avec un autre que soi, représente une forme de danger, parce que cet autre peut disparaître, peut s'en aller, et que du coup, il y a une forme valorisée, en tout cas dans le discours dominant, de construire sa valeur à partir de soi, et aussi d'être invulnérable à l'endroit justement de la déconnexion des autres. Et donc ce renforcement, cette protection à l'endroit de la déconnexion des autres devient une forme de pouvoir, d'être finalement au-dessus de la séparation, puisque invulnérable à l'idée d'être séparé ou délié, puisque la déliaison, elle est déjà construite et voulue par soi-même, fruit d'une auto-assurance, d'une confiance en soi, longuement travaillée et aussi longuement mûrie à travers parfois de multiples services qu'on peut imaginer être le coaching, l'écoute, l'amour de soi sous forme d'entraînement quasiment physique et mental. Et donc oui, la déconnexion aujourd'hui est une forme de pouvoir, puisque faire la place à un autre est susceptible de blesser et donc susceptible de vulnérabiliser. Et cette capacité à ne pas pouvoir, à se blinder, en fait, c'est un peu ça, oui, représente une forme de pouvoir. C'est un peu tout ça que j'ai essayé de montrer. Voilà. Si je peux me permettre, c'est une théorie aussi qui amène un sociologue allemand que peut-être tu connais, qui s'appelle Hartmut Rosa, qui parle de la résonance et qui dit justement qu'on est aussi amené socialement à se construire une forme de carapace, ou en tout cas de construction de soi qui est déconnectée du monde pour qu'on puisse le maîtriser, le dominer, agir dessus, alors que à l'inverse, la résonance serait celui de pouvoir se mettre à l'intérieur des choses, à l'intérieur de la nature et non pas la dominer, à l'intérieur d'une relation et non pas par-dessus. Voilà. Et donc la déconnexion est une forme de maîtrise sur les choses et les autres, qui est donc une forme de pouvoir. Mais pas forcément, effectivement, la seule. Ah non. Ah oui, pas la seule. Oui. Bon, il y a plein de... Oui. Un élément, un ingrédient du pouvoir. Oui, bien sûr. Du coup, c'est le lien finalement entre l'intime et le politique, qui peut rejoindre dans des chemins différents vos travaux, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question de nouveau pour Anne-Laure. J'avais assisté à Coop quand j'étais à la Maison du Théâtre, et j'avais remarqué qu'il y avait une présence assez importante d'éléments technologiques sur scène. Il y avait je ne vais pas le dire, mais il y avait tout un tas de choses, et du coup je me demandais quel était ton point de vue par rapport à cette intégration de la technologie dans les relations humaines actuellement. Donc, je répète juste la question, qui est l'intégration des éléments technologiques dans nos relations humaines et amoureuses. Mon point de vue perso, c'est ça pour moi, il n'y a pas de bien ou de mal. Enfin, je dirais, ça se place à un autre endroit que le bien ou le mal. Je pense que, en fait, donc, dans Glow Up, c'était l'épisode 1. Je recontextualise pour pouvoir expliquer ensuite. Dans l'épisode 1, il y a donc... je présente au cours d'une soirée la meilleure version de moi-même. Et donc, cette meilleure version de moi-même est obtenue grâce à toute une série de services et de produits et de marchandises et de prothèses supplémentaires, enfin en tout cas de coiffure, de maquillage, etc., qui permettent
d'être une version tendue vers la réussite. Et donc, il y a effectivement tout un tas d'écrans, plusieurs générations d'écrans qui sont réunies des années 80 à aujourd'hui et qui sont donc pour moi, les tenants d'une forme d'industrie qui s'appelle toutes les industries du voir et de l'image et de l'être vu. Et voilà. Et cette industrie, en fait, nous donne les moyens de nous représenter, puisque ce sont eux qui ont les manettes du pouvoir de la représentation sociale et du corps, etc. Et l'utilisation du coup de ces industries et de ces technologies et de ces moyens de production dans les relations amoureuses fait que, je pense, qu'il y a une sorte de troisième élément dans la relation amoureuse qui est que, alors à savoir si c'est bien ou si c'est mal, ça je ne sais pas, et puis quelque part on s'en fiche, c'est que nos amours, ou en tout cas nos sexualités, nos corps amoureux, nos états amoureux, aujourd'hui c'est un fait, enrichissent des marchés. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être à deux, il s'agit d'être chacun dans un système de réalisation de soi par l'économie et par le marché. Donc, de fait, être amoureux, ou en tout cas désirer d'amour ou désirer sexuellement, enrichit tout un tas de services et de produits via les technologies et les moyens de production. Et donc moi, c'est un peu, si tu veux mon point de vue, c'est un peu ça qui me gêne, c'est-à-dire que je suis gênée en fait quand on dézoome un petit peu et que, surtout quand je vois les fortunes, les milliards de dollars qu'il y a derrière et les milliards de dollars qui sont à mettre en comparaison avec vraiment des chagrins, je dirais, ou en tout cas c'est l'étendue de ces fortunes qui me questionne. Et je me demande comment on peut réussir à vivre des relations amoureuses ou vivre un désir sexuel et un désir d'amour qui n'enrichissent pas ces marchés. Voilà, ça c'est vraiment ma question obsessionnelle. Est-ce qu'il y a une autre question ? Peut-être, puisqu'on parle de corps et de posture, Yule, tu peux nous dire quelle est pour toi la posture du danseur aujourd'hui dans la société ? La posture, exactement, ça veut dire quoi ? La posture, c'est pas juste corporellement, c'est aussi mentalement. C'est la aussi position. Sociologiquement, quelle place occupe, en français en tout cas, c'est comme ça qu'on okay. le... Ouais. J'ai l'impression que, parce que dans la danse, on apprend des techniques corporelles qui sont un peu des disciplines, ça discipline nos corps. Des fois, c'est pour le fitness, des fois, c'est pour la beauté. Mais aussi, on pose des questions, qu'est-ce que c'est mon corps ? Et dans cette question de la technologie et la vie sexuelle, par exemple, comment est-ce que je peux me réapproprier l'expérience de mon corps pour que ce n'est pas une application téléphonique qui me donne des paramètres qui sont déjà programmés de mon intérêt, mais comment est-ce que je insiste d'avoir une expérience particulière. Tout le monde est un peu divers, neurodiversity, la diversité neurologique. Oui, tout le monde a ça, on peut. Tout le monde est très, très, très différent. Et comment est-ce qu'on peut, par exemple, avec les méthodes somatiques qui sont vraiment pas juste sur la forme, mais sur l'expérience. Comment est-ce que je peux pratiquer être dans mon corps et accepter que ça, c'est mon corps. Mon corps ne doit pas être comme les autres corps. C'est vraiment un instrument, une technologie très, très, très privée. J'ai une autobiographie qui joue là-dedans. J'ai mon système nerveux, par exemple, qui est très, très chargé par nos utilisations des téléphones. Aussi, moi, je suis addictée de mon téléphone. Et j'observe tous ces registres de mon système nerveux, comment je le conditionne, par exemple.
Et je crois que le rôle des danseurs ou des danseuses dans la société, c'est vraiment d'offrir des nouveaux pensées, des nouveaux pratiques, des méthodes pour tout le monde. Dans les spectacles, mais aussi dans les cours de danse, qui posent la question, qu'est-ce que c'est le nouveau corps maintenant de ce moment-là dans l'histoire, parce que c'est des corps qui sont très qui grandissent dans un autre environnement. Et ça, je crois, c'est hyper important. Mais aussi, je peux dire que le champ de la danse, les danseurs, les danseuses, c'est juste un champ très international. Et ça, c'est un peu différent que dans le théâtre, par exemple, qui est très basé sur la langue. Normalement, la langue locale, aussi en Allemagne, c'est en allemand, évidemment. Mais dans le champ de danse, on a tout en rencontre des différents contextes qui sont entraînés. On a une pratique de vivre ensemble, de pratiquer ensemble. Et il y a une compétence, on peut dire, de faire des collaborations avec des gens qui sont très, très, très différents. Et on pose des questions sur le ableism, qui veut dire... Le validisme en français. Ah, c'est validisme, un nouveau mot. OK. Yes. Parce que historiquement, on est le champ de super-héros corporellement, on peut faire tout, et le validisme, c'est un super point de tout questionner. Qu'est-ce qu'on a fait déjà dans le champ de danse? Et là, quand tu parles beaucoup sur le corps et la danse, ça ne doit pas être en images comme ça. Les pratiques, je crois, sont vraiment quelque chose on a à donner, vraiment. Yeah. Ok, merci beaucoup. Une dernière question? Vous parlez des femmes et des postures. J'ai pu remarquer que vous aviez toutes les jambes croisées. Oui, dans le même sens en plus. Je me demandais si vous aviez quelque chose à dire par rapport à ça. On parle de manspreading et des femmes qui croisent les jambes. Et au niveau de la posture, Alors, je vais répéter la question, qui est effectivement qu'on avait toutes les jambes croisées par opposition à ce qu'on appelle le manspreading. Voilà, donc quelle était nos réflexions là-dessus. Donc, je vous laisse la parole, Yule et Anne-Laure. Oui. Il y a un livre des années 70 de Allemagne de l'Ouest, d'une artiste visuelle. Je ne me souviens pas le nom. Mais elle a fait toute une série des photos des citoyens de Hannover, je crois, comment ils s'assoient sur les banques publiques. Et il y a tout un truc de ça. Il y a tout ça, de prendre l'espace aussi dans le subway. On est un peu comme ça. Yeah. Et il y a tout un truc sur les génitales, bien sûr. Ça, c'est de ne pas prendre beaucoup de place ou prendre de place. Et à Berlin, dans le métro, c'est encore comme ça. C'est tout un truc où on... Mais où est-ce qu'on apprend ça? C'est vraiment implicite. On ne sait pas qu'on fait ça. Et ce truc de pratiquer, d'être dans le public et de juste pratiquer, de faire ça des fois, pour moi, c'est un jeu. Quand je m'ennuie dans le métro, je fais ça juste pour essayer, parce que c'est dur. Ça se sent pas naturel. Ça se sent un peu comme like not nice, pas gentil du tout. Mais c'est bien de juste prendre une autre poste des fois et juste essayer aussi ça. Et ou ça. Et aussi ça fait retour sur mes sentiments. Je me sens autrement. Mon corps, à moi aussi, me donne d'autres émotions. Et de juste faire ça des fois.
Ça fait un truc, mais aussi, bien sûr, c'est cacher les génitales. On peut montrer. Des fois, il y a quelqu'un en face de moi et qui fait ça. Je me sens un peu. Je me sens pas très bien et j'ai l'impression que il y a ces territoires. Je sais pas. C'est territoire génital aussi. Je sais pas. Moi, je pense que c'est plutôt. Je pense que j'ai croisé les jambes parce que je suis en public. Parce que je suis vue, je pense. Et parce que je ne croise pas souvent les jambes. Enfin, en tout cas, je me mets dans des positions complètement absurdes régulièrement. Mais il y a une forme de pudeur, oui, effectivement, qui fait que j'ai croisé les jambes. Et je pense que d'où ça vient, cette croisée des jambes, effectivement, je crois que ça vient des culottes, quoi, des parties génitales, du fait d'être en jupe. Voilà, j'ai plusieurs souvenirs de... Moi, j'ai toujours, justement, été très hyperactive et donc à montrer... Enfin, à me mettre dans des postures, voilà, et à pas voir où était le problème de faire toutes ces postures en jupe. Et effectivement, moi, je pense que c'est mes parents qui m'ont dit attention, on voit ta culotte, quoi, donc tu peux pas écarter les jambes ou des choses comme ça. Et donc, de fait, il y a effectivement ce souci de croiser pour, je sais pas, garder une petite protection. Et après, je pense que c'est quand même une posture confortable pour tout le monde, en fait, en réalité. C'est ce que j'allais dire, ça soulage aussi le bas du dos. Mais c'est vrai, il y a le côté tiens-toi bien, ça veut dire quelque chose. Ça peut être se tenir bien. Alors qu'en fait, physiologiquement, je pense que ça, c'est quand même mieux. Notamment pour manger, par exemple. Ouais. Très, très mauvais de croiser les jambes. Donc, effectivement, il y a toute une posture d'élégance. Voilà, bon, on n'est pas arrivé avec des chaussures à talons, ça... Ni en jupe. Mais... Voilà. Oui, il y a beaucoup à questionner dans l'espace public, c'est sûr. Merci pour votre question et merci pour votre attention.